Régulateur du climat, on va maintenant parler des océans avec Sabine Roux de Bézieux. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la présidente de la Fondation de la mer, organisme qui a pour mission de favoriser l'étude des océans et d'encourager à l'innovation pour les préserver. Vous êtes aussi membre du Conseil économique et social en France. Qu'attendez-vous au juste de cette COP27 concernant la préservation des océans? C'est vrai que pour celles et ceux qui nous regardent, quand on parle danger des océans, on parle plastique avant tout. Alors, l'océan n'a pas sa place dans les négociations. L'océan, ce n'est pas un pays, c'est 72% de la surface de la planète. Mais évidemment, personne ne représente les océans. Or, l'océan, c'est l'espace qui a permis de ralentir le réchauffement climatique en absorbant l'excès de chaleur, en absorbant le CO2. Et c'est celui qui a le plus pâti, souffert des déréglementations du climat. En augmentant sa température, l'augmentation du niveau de la mer, l'acidification, la perte d'oxygène. Et donc nous, Fondation de la mer, nous battons pour que l'océan soit pris en compte, de même que beaucoup d'organisations de la société civile. Nous essayons de donner une voix à l'océan, et c'est ce qui se passe plus ou moins depuis la COP21 à Paris. Sur le plastique précisément, est-ce que ça fait partie des négociations de cette COP27 ou est-ce que c'est à part ? Alors, sur le plastique, ce sera à part. En mars dernier, les ministres de l'Environnement de l'ONU à Nairobi ont décidé que d'ici 2024, il y aurait un traité international pour lutter contre la pollution plastique. Il faut savoir que toutes les minutes, ce sont environ 10 tonnes de plastique qui sont déversées dans l'océan. Et au CESE, je suis co-rapporteur d'un avis justement pour aider la France à mettre en place une stratégie de négociation dans le cadre de ce traité international contre la pollution plastique. Alors la pollution plastique, tout le monde ou presque connaît bien entendu. En revanche, ce que l'on connaît beaucoup moins, c'est ce qu'on appelle l'exploitation minière en eau profonde. Et là encore, il n'y a pas que la COP27. En ce moment même et jusqu'à vendredi, jusqu'au 11 novembre, il y a à Kingston en Jamaïque une conférence internationale justement pour parler de ces fonds marins. Il y a là encore un traité en négociation ? Alors, pour les fonds marins, c'est une situation un petit peu différente parce qu'il y a une autorité internationale des fonds marins qui se réunit donc à Kingston, en Jamaïque. Vous voyez, on est en Égypte et on passe en Jamaïque, à la Jamaïque. Et l'objectif de cette autorité internationale marin, c'est en théorie de protéger les grands fonds marins, mais en réalité, aujourd'hui, elle est en train de négocier un code minier pour aller exploiter les grands fonds marins. Et donc c'est une catastrophe parce que les grands fonds marins, c'est le royaume de l'inconnu. Il faut savoir que nous avons publié une étude au mois de juin qui explique que 88% de la surface du plancher océanique est au-deçà de 1000 mètres de profondeur. Et c'est le royaume de l'inconnu, on n'y connaît rien. Donc la dernière des choses à faire, ce serait d'aller exploiter ces ressources minières avant d'avoir même connu les ressources vivantes qui s'y déploient. Alors on va écouter Emmanuel Macron qui s'est donc exprimé aujourd'hui. Il était question des océans, on écoute le président français. Nous devons tout faire pour préserver les solutions en matière climatique et la biodiversité dans nos océans. Et je veux ici être très clair, la France sera au rendez-vous de ses engagements et fidèle à ce que j'ai déjà dit. C'est pourquoi la France soutient l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. J'assume cette position et la porterai dans les enceintes internationales. C'est vrai ça, la France a rejoint le moratoire sur la question ? Alors, il me semblait que ce n'était pas si clair que ça. Le président de la République s'était exprimé dans le même sens début juillet à Lisbonne. D'ailleurs, j'étais présente. Oui, mais vous avez signé une tribune après pour lui dire de rejoindre le moratoire. C'est là où il y a un peu de confusion. Il y a une coalition des pays qui demande un moratoire. Finalement, la France est presque allée plus loin en demandant une interdiction complète de l'exploitation des ressources minières et minérales. Elle le fait vraiment ? Alors aujourd'hui, elle le fait. Il n'y a aucune exploitation des ressources minières et minérales dans les fonds marins. Est-ce que vous avez des exemples? Parce que c'est vrai que pour le commun des mortels, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est quoi? C'est pour utiliser un anglicisme, les gisements offshore de pétrole, de gaz? Qu'est-ce que ça peut être? Non, on ne parle pas. On est dans les mines. On parle des terres et des métaux rares. Ouais. Vous savez, le cobalt, le nickel. Mais c'est très répandu, ça, d'aller le chercher dans les fonds marins au large? Personne ne le fait aujourd'hui. Ouais. Et c'est justement tout l'enjeu. C'est que c'est un Eldorado. On imagine qu'il y a c'est ce qu'on pense, qu'il y a des ressources absolument incroyables. Donc des mines, comme on a des mines à ciel ouvert, des mines sous-marines. Alors je vais utiliser quelques termes un peu barbares, mais on parle d'encroûtement cobaltifère. Donc ce sont des espaces dans lesquels il y a beaucoup de cobalt, de cheminées hydrothermales. Donc ça, c'est des cheminées qui ont également beaucoup de terres et de métaux rares. Et puis de nodules polymétalliques également dans le fond des océans qui recèlent de terres et métaux rares. Mais les scientifiques sont tous catégoriques. On ne sait pas aujourd'hui aller chercher ces terres et métaux rares sans causer des dommages irréversibles sur l'environnement. Oui. Donc pour nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts pour aller chercher ces terres et métaux rares, d'autant plus qu'il
ils sont disponibles dans ce qu'on appelle les mines urbaines, c'est-à-dire dans nos placards avec tous les téléphones portables, les ordinateurs qui sont entassés et qui sont pleins de ces terres et métaux rares dont on a besoin. Ouais. En pleine crise énergétique, une question tout de même. Alors, il y a l'équation sociale qui n'est pas facile à résoudre. Comment on peut réconcilier écologie, protection des océans, mais pas seulement, et économie, vous qui êtes au Conseil économique et social, est-ce que c'est vraiment possible ? Je pense que la question, c'est pas de savoir si c'est possible, parce que c'est indispensable de réconcilier l'économique, l'écologique et le social. 50% de la population mondiale dépend d'un océan en bonne santé, pour son alimentation, pour son énergie, pour lutter, parce que ce sont ceux qui sont les plus sensibles à la montée des eaux, donc aux inondations, aux phénomènes climatiques extrêmes qui sont provoqués par le réchauffement de l'océan. Donc si on veut protéger 50% de la population mondiale, il faut s'occuper de l'océan en bonne santé. Alors, il y a ces COP, la COP pour le climat, il y a la COP pour la biodiversité qui aura lieu au mois de décembre, il y a ce projet traité plastique. Donc tout ça, c'est important, mais les entreprises doivent jouer leur jeu. Et ça, c'est très important. Elles doivent s'engager également. Nous, à la Fondation de la Mer, on a développé des outils pour que justement les entreprises puissent avoir une stratégie océan, comme elles ont une stratégie climat ou elles ont une stratégie biodiversité. Elles peuvent tout agir et elles doivent le faire. Merci beaucoup Sabine Roux de Bézieux d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous présidez la Fondation de la Mer. Merci à vous. Merci. On poursuit cette page consacrée à la COP27 et à l'environnement avec une école, un collège précisément 100% écologique en Tunisie. C'est notre une francophone.